Non, c'était juste un point que je voulais soulever, mais qui va peut-être être discuté ultérieurement et qui me paraît quand même en rapport en amont avec l'ensemble des intervenants. C'est effectivement qu'un jour, il y ait une véritable réflexion sur la PAC. Ça paraît super important. Moi, ça doit être une vieille habitude. Je suis syndicaliste. Et la question que je me pose après chacune de vos interventions, parce que vous y avez touché quelque part un peu, quand par exemple la copine parle de la sécurité sociale alimentaire, on sait que ceux qui ont fondé la sécurité sociale à l'origine, ce sont beaucoup les syndicats de salariés. Quand le camarade de la Conquête des Pins parle des conditions de travail, de la difficulté, de la qualification professionnelle des gens qui travaillent, du niveau de rémunération, etc., ça pose la question du contact avec les salariés, y compris le copain de Cantine Nouvelle qui parle des conditions de travail dans les grandes centrales de confection de la bouffe et comment on pourrait rémunérer les agents qui travailleront dans la cantine future en régie de la municipalité de Montreuil. Il y a bien la question d'un lien avec les syndicats. Or, hormis la Confédération paysanne, j'ai l'impression que le monde syndical, on va essayer de le trouver le plus radical, on va dire CGT solidaire, parce que je ne sais pas comment se positionne la CFDT ou FO sur ces questions-là. J'ai l'impression que c'est des questions qui sont complètement étrangères à leur champ de préoccupation. Si tel n'est pas le cas, est-ce que vous pourriez donner un petit éclairage là-dessus? Dernier point, moi je me demande pourquoi une sécurité sociale, je le dis comme ça dans le débat, pourquoi une sécurité sociale spécifique alimentaire et pourquoi pas une branche nouvelle de la sécurité sociale? Parce qu'aujourd'hui la malbouffe a des conséquences, il y a un rapport qui a été, des lois qui ont été travaillées là-dessus. La malbouffe a des conséquences considérables sur le budget de la sécurité sociale. Je crois que c'est évalué à 12 milliards d'euros par an. Donc, pourquoi pas une nouvelle branche? Est-ce que c'est une réflexion que vous avez menée? Moi, je vais te répondre sur la question syndicale et puis après, je pense que les camarades pourront répondre sur son sujet. Il y a une raison très simple au fait que les syndicats, on va dire radicaux, ne s'intéressent qu'assez peu à la question, c'est que tout simplement il n'y a pas de gens syndiqués dans ces professions-là, ou très peu. Il faut être réaliste. La CGT ou Solidaire ont très peu syndicat les paysans qui ont leur propre syndicat, soit à gauche comme la Confédération paysanne, soit des syndicats patronaux très corporatistes comme la FNSEA. Parce que historiquement déjà les paysans s'étaient organisés comme ça dans les années 30, et puis aussi parce que je vous rappelle que la CGT, toute radicale qu'elle soit, fut longtemps inféodée au Parti communiste, et que l'intérêt de classe le plus élevé de la paysannerie, c'est d'être petit propriétaire, donc c'est une classe petite bourgeoise et par essence réactionnaire. C'est Lénine, c'est pas moi qui l'ai écrit. Je vous cite du coup. Donc la CGT c'est relativement coupée du monde paysan pour ces questions-là. Mais il y avait le modèle. Et oui, mais c'est du coup, il y a la Confédération paysanne aujourd'hui. Donc c'est des syndicats qui sont paysans, pas des syndicats qui sont liés à d'autres salariés. Qui sont des syndicats d'ailleurs qui, pour la Confédération paysanne, je mets de côté l'autre parce qu'il ne m'intéresse pas, font, de mon point de vue, de l'excellent travail. Mais ce n'est pas les grandes centrales syndicales qui ont d'autres professions. Et dans mes professions à moi, les professions d'industrie, de l'artisanat alimentaire, pas de l'industrie, le syndicalisme n'existe pas. Il faut être. Moi, quand j'ai voulu me syndiquer à la CGT, quand j'étais jeune, en sortant de mon apprentissage, la CGT boulangerie dans l'artisanat, il y avait 12 boulangers sur toute la France. Parce que nous, dans un modèle de fonctionnement encore aujourd'hui, même s'il tend à changer, qui est hérité d'une époque relativement, on va dire, pré-taylorienne, où il y a un patron, 1, 2, 3 ouvriers, et puis des apprentis. L'apprenti, il est formé par son patron, y compris des fois à Coutac, mais il est quand même formé par son patron, il devient ouvrier, et puis un jour il devient patron. Et le modèle se perpétue comme ça.
C'est issu, comme je vous disais, de l'histoire militaire de la boulangerie et de l'histoire aussi de la boulangerie en général, qui était un métier qui, jusqu'à la Révolution française, et puis même après, jusqu'en fait à la moitié du XXe siècle, était excessivement contrôlé et qui fonctionnait comme ça. À l'époque classique, un boulanger, la boulangerie c'est un métier de ville, oubliez l'image de campagne, c'est l'image d'Épinal, mais à l'époque, un boulanger avait le droit à un ouvrier, un apprenti, l'apprenti devenait ouvrier, après il reprenait, on ne pouvait pas s'installer ouvrir une nouvelle boulangerie, etc. Donc la division du travail qui a vu la conscience de classe, qui fait qu'à un moment il y avait des usines avec des gens qui ne travaillaient pas et puis d'autres qui étaient à la chaîne, elle n'a jamais existé en boulangerie. Donc il n'y a pas de syndicalisme, et c'est pareil en pâtisserie, en plus c'est encore pire, parce que là pour le coup c'était vraiment l'armée. Donc il n'y a pas de contact, parce qu'il n'y a pas de syndicat dans ces milieux-là. Les gâteaux, c'est l'armée, c'est bon. Non, puis c'est aussi le seul bien de consommation qui est dans le prix est fixé par l'État. Ça, c'est plus vrai depuis 30 ans. Ça reste. Non, ça fait 36 ans que c'est plus du tout le cas. Depuis 83, il n'y a plus de fixation d'aucun prix en boulangerie. Juste sur la PAC, il y a pas mal de groupes de réflexion, notamment le collectif Pour une autre PAC, dont Attaque fait partie, Jeunesse sans frontières, enfin Christa aussi. Il y a pas mal de choses qui se font de ce côté-là. Moi, j'ai pas trop de soucis sur les revendications qui existent pour penser d'autres choses. Sur les questions syndicales, peut-être répondre du coup de l'autre côté sur est-ce que les syndicats sont intéressés par ce qu'on raconte, en dehors du fait est-ce qu'ils ont les syndiqués dans les bons endroits. Nous, on est pas mal syndiqués dans le groupe où on est, et du coup, on sent qu'il y a d'autres camarades qui sont effectivement intéressés. C'est plutôt effectivement à Solidaire, parce que Solidaire, il y a quand même une branche asso qui est où il y a quand même un certain nombre de personnes qui sont des milieux associatifs, qui peuvent être paysans ou autres. Les Sud rurales que je connais assez peu, mais ouais. Mais a priori, il y a des échos là-bas, il y a moyen de faire des choses. Après, c'est pas encore. Voilà. Juste pour info. Et puis sur la question de la spécificité de la sécurité sociale alimentaire, alors déjà, Bernard Friot, donc, qui travaille sur le salaire à vie, et le collectif Réseau Salariat, eux, ils parlent souvent de mettre en place des sécurités sociales sectorielles, donc du transport, des médias, du logement, pour tous les domaines, pour progressivement récupérer, mettre en place progressivement le salaire à vie en récupérant des parts comme ça, par la cotisation. Donc nous, si on travaille sur l'alimentation, c'est parce que c'est nos domaines de compétences. Et pourquoi on ne veut pas le mettre dans la santé ? Parce que, alors c'est pas une opposition franche, mais on se rend compte que si on aborde ce sujet par la santé, les gens comprennent pas pourquoi on parle de démocratie et qu'on dit il faut laisser les gens choisir. Parce que effectivement aujourd'hui on peut pas se dire si demain les gens ont accès à une alimentation de super qualité, est-ce qu'ils vont forcément la choisir ? On peut pas le prédire. On peut parier que ce sera forcément mieux si on choisit collectivement, mais c'est difficile de faire ce pari-là, notamment parce que dans des conditions de précarité telles qu'on les connaît, l'alimentation, ça peut être aussi un des rares loisirs accessibles pour des ménages précaires quand on n'a pas les moyens de partir en week-end ou d'emmener ses enfants je sais pas où. On peut leur offrir un plaisir sucré, ça fait partie d'une dimension plaisir dans le quotidien. Donc du coup, pour nous c'est dangereux de relier ça tout de suite à la santé. Après, on est d'accord que ça aura sûrement de bons impacts sur ces questions-là et que effectivement on gagnera des sous du côté du budget de la Sécu. Mais c'est des paris. Voilà. Encore une ou deux questions avant de terminer. Quel soutien vous avez besoin, s'il y a besoin? Je sais pas, en termes de population. Je peux répondre très concrètement pour nous. Notre problème, c'est de ne pas être enfermé dans un dialogue uniquement dans les écoles et en particulier uniquement dans les réseaux les plus classiques. C'est-à-dire qu'on a commencé, les premières personnes avec qui on a travaillé, c'était des gens qui étaient déjà des parents élus en général de la FCPE. Et ensuite, c'était assez difficile de toucher d'autres gens. On s'est heurté, on a eu beaucoup de difficultés
a touché des gens dans le Haut-Montreuil qui considéraient qu'ils n'avaient pas de légitimité, que déjà ils avaient accès à la cantine concrètement, qu'il n'avaient pas de légitimité à exiger de meilleures cantines, etc. Donc il y avait ce problème de territoire, et puis ensuite, maintenant, c'est arrivé à travailler avec d'autres gens en dehors, parce que c'est un énorme budget pour la ville, donc c'est un choix collectif pour la ville. Alors je peux vous le développer sur pourquoi c'est un intérêt aussi, même si on n'a pas d'enfants, de ne pas avoir des enfants obèses et malades dans 10 ans dans la ville. Mais en dehors de ça, c'est une évidence que c'est aussi un gros budget qui tous les ans, et donc choisir que est-ce que ce budget va à la SOGERES ou à la Sodexo pour lui permettre de payer ses avocats quand la Sodexo est poursuivie au BIT pour ses infractions au droit du travail, ou est-ce que ça pourrait être plutôt pour que les enfants mangent bien. Et notre plus gros obstacle aujourd'hui, c'est sur la question du lien avec les salariés qui sont concernés, c'est-à-dire ceux de la ville et ceux qui travaillent dans les écoles, parce que c'est aussi beaucoup de postes précaires, et qu'on a un vrai travail pour l'instant. On a des rencontres officieuses avec des gens, comme si on parlait avec une menace d'une mafia ou un truc comme ça, où il n'est pas question de les citer, il n'est pas question de dire dans quel syndicat ils sont, etc. Il y a une vraie difficulté, et il faut que, parce que c'est des gens qui le font à titre individuel, et il faudrait que les syndicats, à un moment, se saisissent de la question, parce que ça va aussi leur tomber dessus s'il y a quand il y aura une remunicipalisation. Il y a aussi des conditions de travail qui vont changer, etc. Il vaut mieux qu'on en ait discuté ensemble et qu'on porte la même chose, plutôt que ça se passe dans les conditions les pires. Aujourd'hui, la mairie a tendance à nous dire « Ah ben ça, c'est pas possible. En finir avec le plastique et le remplacer par l'inox, c'est pas possible, parce que le personnel ne sera jamais d'accord. » Donc c'est la mairie qui devient intermédiaire, parce que c'est des plats beaucoup plus lourds, etc. Et là, c'est la mairie qui devient intermédiaire et qui nous parle au nom du personnel, ce qui est très problématique. Alors je pense qu'on peut facilement trouver des solutions qui intéressant. Donc voilà, notre problème, c'est d'arriver à décloisonner. Et je pense qu'il y a un autre problème, c'est que ça devienne une question politique. Je pense que pour vous, c'est une évidence, mais là, ça fait des mois qu'on a eu des réunions publiques où les partis ne venaient pas en tant que tels. Il y avait des militants de partis qui ne venaient pas se saisir en tant que tels de la question. Il y a peut-être des organisations politiques à gauche qui pourraient être sensibles à cette question, qui ne s'en sont pas saisies. Ça serait pas mal aussi. Oui, sur comment on peut nous aider. Alors pour l'instant, nous, du coup, on a publié ce truc-là en début d'année, et on a beaucoup de gens qui sont venus nous voir en disant comment on fait pour vous rejoindre, pour vous aider. Nous, on est une petite structure et on n'a pas... Enfin, pour l'instant, c'est difficile, on ne peut pas accueillir plein d'adhésions tout d'un coup comme ça. Donc pour l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'on a une newsletter où on garde les contacts de toutes les personnes intéressées. Et nous, d'ici novembre, normalement, on aura réussi un peu à se structurer un peu plus avec les différents collectifs intéressés, savoir si eux prennent position, s'ils s'engagent dans ces trucs-là. Et là, l'idée, c'est de trouver des outils pour justement faire un mouvement plus global et pouvoir proposer justement des moyens de se mobiliser. Mais on a en tête de mettre en place des expérimentations locales. On a déjà des gens qui sont intéressés pour mettre en place, enfin des élus locaux par exemple, qui voudraient mettre en place des expérimentations. On n'a pas encore les modalités, mais ça fait partie des choses qu'on envisage. Une dernière question. Juste un point, c'est important parce que pour à la fois, ce qui est très très positif dans cette réunion de ce soir, c'est qu'on n'a pas affaire à une discussion de... Ça reste très 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 social, c'est-à-dire que la question des conditions de travail est très présente. Et justement, ça renvoie à une question qui s'est posée lors de la manif sur il y a quelques jours, où il y avait toute une critique sur l'alternative Karma, je crois, à Gonesse. C'est-à-dire qu'effectivement, ça manquait de clarté sur la question des gens qui allaient être salariés et intervenir, etc. Alors ça me paraît très 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 important. Et ça renvoie à ce que le copain boulanger a dit. Il ne s'agit pas de faire des trous dans ce droit du travail,
qui est déjà trop largement couvert. J'ai une question rapide pour toi. En t'écoutant, je me posais une question. Est-ce que travailler sur la cantine, les cantines bio pour les écoles est une bonne chose? Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi imaginer de travailler aussi en amont sur l'éducation et la santé? C'est-à-dire travailler auprès des enfants. Et parce que j'avais vu un film de Cyril Dion, Demain, où à un moment donné, il montrait dans une école en Normandie où il y avait une véritable éducation. C'est-à-dire qu'il y avait dans l'école, il y avait un jardin, et puis il y avait une véritable éducation à l'alimentation. Et parce que je pense qu'il faut réfléchir par exemple à toute l'industrie du sucre qui fait des campagnes monstrueuses et qui met on a vu plusieurs émissions où il y a beaucoup de sucre et le sucre est un véritable poison, ou l'alimentation trop salée, etc. Donc il y a aussi, si les gens commencent à prendre conscience de que ce qu'ils mangent n'est pas correct, le pouvoir du consommateur il peut aussi influer sur les multinationales, parce qu'on peut avoir une cantine gérée localement en régie publique au lieu que ce soit Sodexo, ça serait une très bonne chose, et moi je suis à fond pour ça, mais en même temps il faut travailler sur le contenu de l'assiette. Voilà. Oui, juste sur aujourd'hui, c'est dans le contenu pédagogique. Les services en théorie, le midi est une pause où on apprend à manger, on apprend le vivre ensemble, les règles, mais aussi on est censé apprendre la nutrition. C'est aujourd'hui une mission qui est confiée donc à la SOGERES. Donc il nous faut des trucs qui sont à la limite du scandale. L'année dernière, c'était les découvertes des cuisines du monde entier. Et donc ça se traduisait par la cuisine mexicaine, un sombrero, un tissu brodé et des burritos. Voilà comment on traduit, c'est à la limite du racisme sur la façon dont on traduit les cultures des pays, etc. Il y a en ce moment la SOGERES qui ne veut pas totalement lâcher le marché, distribue aux enfants de nos écoles un catalogue, un A4 qui fait 40 et quelques pages en couleur et qui raconte les merveilles de la nourriture intelligente. C'est merveilleux parce que c'est du novlangue pour écrire qui s'adapte un peu à c'est bien la nature. Il y a même des parties où on colorie des abeilles dessus. Mais évidemment, ne sont pas posées les questions de ce qui est produit, pourquoi c'est produit, comment... Et dans ce qu'on revendique, il y a effectivement cette étape qui est une étape de pédagogie, apprendre aussi aux gens réapprendre à des enfants qu'il y a des saisons et qu'il y a des trucs qu'on ne trouve pas dans certaines saisons, que des produits... Aujourd'hui, il y a des normes de production qui s'imposent dans la plupart des cahiers des charges, qui rendent impossible l'accès à ces marchés à des petits producteurs. Et ce qui fait aussi qu'à contrario, ce qui arrive sur les tables est totalement normalisé. Il y a les haricots sont extra fins, ils ne peuvent pas être fins, ce qui ne change rien à leur goût, sauf qu'il faut des machines pour les trier que ne peuvent pas avoir les petits producteurs. Donc ces enfants ne voient qu'un type de haricot, qu'un type de poisson, qu'un type de... Parce qu'à la grosse échelle, c'est impossible d'avoir des trucs un peu trop fragiles, un peu plus... Et donc il y a un appauvrissement culturel dans ce qui arrive dans les assiettes. Donc, il y a effectivement plein de choses à faire. Mais tant qu'on a l'obstacle du producteur, du prestataire actuel, il y aura un vrai souci. Mais tu as raison, c'est la même problématique. Moi, je voulais juste dire une petite vigilance. On a tendance souvent à revenir à la question de l'éducation, et moi, je trouve ça génial. C'est hyper important, effectivement, de s'éduquer au modèle agricole, de qu'est-ce qu'on a dans son assiette, etc. Mais il faut faire attention à, effectivement, préciser l'éducation qu'on veut, parce qu'aujourd'hui, l'éducation, c'est la principale politique publique en matière d'alimentation. Le plan national nutrition santé, c'est que de l'éducation, mais c'est leur éducation, leur manière de faire. Et c'est pas du tout satisfaisant. Moi, j'ai vu dans des écoles où
ils ont des spectacles de clowns pour leur expliquer que le gamin gros sur son canapé, c'est un gros feignant et qu'il faut qu'il se bouge, qu'il aille faire du sport et qu'il arrête de manger du sucre, sinon il va rester gros toute sa vie. D'un point de vue... et à côté, on fait des campagnes pour le harcèlement scolaire pour éviter que les gamins se fassent harceler. Enfin, voilà. Il y a des petites incohérences comme ça qui sont assez catastrophiques. Donc du coup, dans les revendications, je pense qu'il faut faire hyper attention à ça. Et parce que l'éducation, tout le monde est d'accord en général pour éduquer. Hein. C'est vraiment un truc qui fait hyper consensus. Quand dans les débats, vous avez tout le monde qui s'engueule, vous dites non, mais ce qu'il faut, c'est faire de l'éducation aux consommateurs, tout le monde est d'accord. Et là, tant que vous ne parlez pas de ce qu'il faut comme éducation, voilà. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est qu'on a beau éduquer tout ce qu'on veut, 80% de l'éducation alimentaire des enfants, elle provient de la publicité. Et donc, quand une incite essaye de parler de c'est quoi l'alimentation saine et qu'un gamin lui répond l'oasis c'est de l'eau de source et du fruit, il y a du boulot, quoi. Il y a de l'information contradictoire qui est en permanence rabâchée. Enfin, voilà, je pense qu'il faut faire attention quand on parle de qu'est-ce qu'on revendique en termes d'éducation.